La maternité de l'hôpital de Nancy, comme si vous y étiez, côté sage-femme en salle de naissance, comme aux urgences gynécologiques et obstétriques, avec ce documentaire réalisé par Karine Lefebvre-Quesnel. De quoi s'interroger après ce film sur l'avenir des maternités et le blues des sages-femmes. C'est ce que nous allons faire maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de Débat Doc aujourd'hui. Avec vous, pour commencer, Philippe Vigier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député MoDem et indépendant de l'Eure-et-Loire, membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Vous êtes également biologiste, docteur en pharmacie et ancien interne des hôpitaux de Paris. Et vous avez été, entre autres, rapporteur pour une proposition de loi sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et on l'oublie souvent, également en milieu urbain. Franz Harsner est également avec nous, bienvenue. Vous êtes coprésidente du collectif interassociatif autour de la naissance et le CIAN, qui est un collectif d'associations de parents et de patientes agréés pour représenter les usagers du système de santé. Vous avez sondé les usagers des maternités avec une importante étude à laquelle on fera référence dans cette émission. Isabelle de Randinger est également avec nous. Vous êtes à la fois présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et directrice de l'école de sages-femmes du CHU de Nantes. Une première précision pour ceux qui ne connaissent pas bien cette spécialisation et les maternités en France. Dans ce film, nous étions à l'intérieur d'une maternité de niveau 3. Vous pouvez nous préciser de quelle sorte de maternité il s'agit lorsqu'on parle d'une maternité de niveau 3 ? Oui, bien sûr. Il y a 3 types de maternités en France. Ces maternités, elles visent à être organisées pour assurer la sécurité physique et psychique et la qualité des soins. Et donc, il y a des maternités de niveau 1. Ce sont des maternités pour des femmes en bonne santé qui vont accueillir des enfants en bonne santé. Il y a des maternités de niveau 2 qui sont des maternités intermédiaires qui ont à côté d'elles un service de soins intensifs pour les nouveau-nés. Et il y a enfin des maternités de niveau 3, celles que l'on voit dans l'émission, qui sont des maternités avec une réanimation néonatale, donc pour l'enfant en mauvaise santé, et aussi une réanimation adulte pour les mères qui en ont besoin. Avec des interventions, bien sûr, que nous avons pu vivre, à travers ce documentaire. Alors, je l'ai dit en présentation de cette émission, en l'espace de 50 ans, le nombre de maternités en France métropolitaine a été divisé par 3. Le nombre de lits par maternité a été divisé par 2. La France compte aujourd'hui 460 maternités. Et puis, alors, parallèlement, et depuis une douzaine d'années maintenant, le nombre de sages-femmes n'a cessé d'augmenter. Ce n'est pas particulièrement vrai, d'ailleurs, dans la période 2012-2017. Autrement dit, si on découvre ce dossier, on se dit que le confort de travail des sages-femmes a dû augmenter compte tenu de ces chiffres. Or, on assiste à un blues des sages-femmes tel qu'il est défini et décrit dans ce documentaire. Expliquez-nous. Vous avez raison. Cela peut apparaître un paradoxe. Premièrement, l'émission nous montre une maternité. Les sages-femmes n'exercent pas seulement en hôpital, elles exercent aussi en activité territoriale, ce qu'on appelle communément la PMI, et en exercice libéral. Donc là, dans cette émission, on voit une facette du métier, mais exclusivement une facette. Par ailleurs... Oui, 59%, je donne quelques chiffres pour que les gens se rendent bien compte, 59% des sages-femmes travaillent à l'hôpital public, et 54% sont effectivement des sages-femmes libérales, et puis environ une sage-femme sur 3 fait une mixité entre hôpital public et exercice libéral. Tout à fait. Donc, vous avez raison, nous constatons un nombre croissant de sages-femmes, et pour autant des difficultés croissantes. En 2009, l'augmentation des compétences des sages-femmes s'est marquée par la réalisation de l'activité en gynécologie qui n'était pas présente antérieurement. Donc, j'ai presque envie de dire, quand on pense l'entièreté de la santé des femmes, que le périmètre d'activité des sages-femmes s'est doublé. Il n'est plus limité aux femmes qui sont en âge et qui ont des enfants, mais à tous les moments de la vie des femmes. Donc, on voit en fait un décalage entre le nombre de sages-femmes et l'augmentation des compétences qui ont été extrêmement importantes au cours de la dernière décennie. Bon, d'accord avec ce constat, Philippe Vigier ? Complètement d'accord. Constat basique, Oui, mais c'est un vrai constat qui s'appuie sur le fait que, d'abord, le niveau de formation des sages-femmes s'est renforcé. Il y a eu ce qu'on appelle des délégations de tâches. Délégations de tâches, c'est les médecins, les gynécos qui ont donné à des sages-femmes de nouvelles responsabilités. Et puis, il faut dire les choses.
il y a de moins en moins d'obstétriciens, il y a de moins en moins de gynécos. Donc en fait, ces sages-femmes sont en première ligne. Donc la protection maternelle infantile, la PMI dont vous parliez tout à l'heure, l'accueil des mamans, maintenant les maisons de naissance, parce qu'on voit que dans les petites villes, je vois par exemple chez moi à Châteaudun, il y avait une maternité, malheureusement il y avait 400 naissances par an. Alors on estime qu'on ne peut pas garantir toujours la sécurité s'il n'y a que 400 naissances. C'est tout un débat qui n'est pas facile pour un territoire. Imaginez qu'on ferme une maternité dans un territoire, quelque part c'est un peu l'abandon de la vie qui se passe. Donc heureusement on a réussi à monter une maison de naissance et les sages-femmes jouent un rôle absolument pivot. Alors, la maison de naissance s'est substituée à la maternité à Châteaudun, vous connaissez bien, vous venez d'évoquer, qui a fermé la maternité. Absolument, c'est une immense douleur, une incompréhension, donc au moins pour toutes les sages-femmes n'ayant pas de pathologie, donc aucun caractère de risque ni pour elles ni pour l'enfant. Je ne vais jamais oublier qu'il y a le risque pour l'enfant, mais il peut y avoir le risque pour la maman. Et donc ça permet, me semble-t-il, d'avoir la possibilité d'accoucher, enfin du moins d'être suivi pendant toute la grossesse, et après l'accouchement se passe dans un centre hospitalier dans lequel il y a une maternité de niveau 2 ou de niveau 3. Alors, je faisais référence à une étude que vous avez menée au sein de votre association. Elle concerne une étude qui a porté sur 8500 femmes. C'est considérable entre 2016 et 2021. J'ai ressorti 3 points qui ressortent. On parle donc des usagers, bien entendu. 3 femmes sur 10 n'ont pas eu le choix de le lieu d'accouchement. Et cela, bien sûr, a eu des conséquences négatives sur le ressenti de leur expérience. 1/4 des femmes attendant un premier enfant n'ont pas suivi de préparation et de fait ont très mal vécu leur premier accouchement. Puis enfin, troisième chiffre que j'ai retenu de votre étude, 50% des femmes notent un manque d'attention de l'équipe soignante concernant leur état émotionnel et psychologique. S'il fallait hiérarchiser ces attentes des usagers, de ces femmes qui attendent leur premier enfant, mais pas seulement, alors, je pense que... quelle hiérarchie mettriez-vous en place ? J'ai cité 3 points, mais c'est peut-être pas ceux-là qui sont les plus importants. Il y en a plus. On pourrait citer aussi les 70% des femmes qui ont vécu leur accouchement de manière complètement différente de ce qu'elles en attendaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu adéquation entre ce qu'elles souhaitaient et ce qui s'est réellement passé, peut-être par manque de préparation, peut-être par manque d'accès effectivement au suivi qu'elles souhaitaient, et peut-être aussi pour une inadaptation de ce qu'on leur propose par rapport à ce dont elles auraient réellement besoin. Mais tout ça va dans le sens qu'effectivement, un manque de sages-femmes, un manque de personnel, un manque de place aussi, eh bien, ça a des répercussions ensuite directes sur le vécu des femmes et leur santé. Ce chiffre quand même interpelle, 3 femmes sur 10 qui n'ont pas eu le choix de leur lieu d'accouchement. Oui, tout à quoi, fait. Ce chiffre ? Eh ben, c'est lié au fait qu'en France, effectivement, l'offre de soins pour les femmes pendant leur grossesse et leur accouchement est hospitalo-centrée. Donc on ne peut accoucher qu'en maternité. Il est très difficile de faire émerger d'autres types de lieux d'accouchement, que ce soit en maison de naissance, à domicile, ou même au sein d'une maternité dans une filière physiologique, c'est-à-dire un parcours particulier pour des femmes qu'on aurait bien ciblées, à qui cela correspondrait. Et les maisons de naissance, par exemple, ont été pérennisées. En 2020, le gouvernement a parlé de 20 maisons de naissance pour 2022. Il y en a une à Châteaudun, c'est ce qu'on vient d'apprendre. En 2022, en 2023, on n'a toujours que 8 maisons de naissance. C'était celle de l'expérimentation. Et une maison de naissance ne peut pas se substituer à une maternité parce qu'elle est nécessairement accolée à une maternité pour des histoires de sécurité, c'est-à-dire de pouvoir faire les transferts quand il y en a besoin, parce que ça peut toujours arriver. Mais effectivement, il y a des oppositions fortes à la création d'autres filières plus physiologiques pour les femmes qui le souhaitent, puisqu'évidemment, toutes les femmes ne le souhaitent pas. Mais on a des études qui montrent qu'elles sont effectivement nombreuses à souhaiter d'autres parcours et il y a un manque. Y compris l'accouchement à domicile. La bascule, c'est en réalité au tout début des années 50, ou au tout début des années 50, eh bien, il y a eu davantage d'accouchements en hôpital qu'à domicile, alors que, évidemment, avant, on accouchait à domicile. Oui, alors après l'accouchement à domicile, c'est comme l'accouchement à maison de naissance, il ne va pas répondre à tout le monde. Il va répondre à certaines femmes qui souhaitent un suivi avec une sage-femme, qui souhaitent accoucher sans péridurale et à qui on pourrait proposer autre chose. Après, pour toutes les femmes qui le souhaitent, et c'est tout à fait légitime, qu'on soulage leur douleur pendant l'accouchement, le recours à la péridurale nécessite forcément un plateau technique et la présence d'un anesthésiste et de toute une équipe qui va avec. Mais si on pouvait effectivement mieux répartir, quand on parle qu'il y a beaucoup de sages-femmes, mais effectivement une crise dans les maternités, et des femmes qui du coup ne se sentent pas assez soutenues quand elles deviennent mères, eh bien, mieux répartir en fonction des besoins de chacune, plus de médicalisation là où c'est nécessaire, peut-être moins là où on peut s'en passer, ce serait peut-être une piste de solution.
Qu'est-ce que vous en pensez des principales conclusions de cette enquête? Vous l'avez lu, vous en avez pris connaissance, j'imagine. Bien évidemment, je la lis régulièrement. Qu'est-ce qu'on met en face comme solution face à ces attentes des usagers? Alors, il me semble que le premier élément, c'est le respect du droit des usagers. Il y a une loi Kouchner, elle date du 4 mars 2002 et nous estimons, et je pense que c'est partagé, c'est que cette loi, en fait, elle ne s'applique pas pour le droit des femmes et notamment dans la diversité de l'offre de soins. Vous évoquiez Châteaudun. Alors, ce n'est pas une maison de naissance, en fait, c'est un centre périnatal de proximité, mais effectivement qui prend le relais d'un établissement et qui, du coup, limite le choix des femmes à s'orienter vers une maternité. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais une maternité de niveau 1, c'est une maternité de proximité, mais tout autant qu'une maternité de niveau 2 ou niveau 3. Donc il faut offrir la possibilité aux femmes d'accéder aux soins, alors certes en fonction de leur santé, de leur niveau de santé, de leurs besoins en termes de santé, mais aussi de leur choix. Et c'est vrai pour les maisons de naissance, c'est vrai pour l'accouchement accompagné à domicile, c'est vrai pour une maternité 1 ou un centre périnatal de proximité. Donc vous, ce qui vous importe, c'est le libre choix de la femme dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le libre choix de la femme avec un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la sécurité de la femme et de l'enfant. Parce que moi, je suis ouvert à toutes les solutions. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, mais le jour où on a une hémorragie à la naissance et qui fait qu'on est à 70 km de l'hôpital central pour lequel il y a la transfusion à faire, il y a un petit sujet qui se pose. Bien sûr, la liberté et le choix doivent être essentiels. Mais dès qu'il y a le moindre risque, pour voir qu'en matière de biologie, par exemple, il faut voir le nombre d'investigations qu'on fait qu'on ne faisait pas il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. On a énormément progressé. Et donc, il faut bien comprendre cet accompagnement personnalisé, parce qu'on a classé les maternités dans différents niveaux. Et ça, c'est un classement qui date de quelques années, qui fait qu'on a dit, mais attendez, non, il faut maintenant être habitué. S'il y a un accouchement par jour, il n'y aura pas une maîtrise parfaite de l'ensemble des praticiens, ce qu'on a entendu beaucoup, beaucoup de colloques en la matière. Et donc, il faut trouver le bon équilibre du choix de la future maman. Et une fois de plus, moi je le dis en tant que professionnel de santé, il faut vraiment assurer cette sécurité. J'ai des souvenirs assez douloureux au fond de moi-même, de mamans qui avaient perdu un enfant. Vous voyez, je me suis passé par des cœurs enfants malades quand j'ai fait mon internat en partie. Donc quand vous êtes à la cœurs enfants malades, vous savez ce que c'est que la sécurité de l'enfant, l'arrêt néonate, vous avez vraiment la meilleure prise en charge de tous les enfants pour lesquels il y a une difficulté particulière. Mais après, c'est cette palette qu'il faut présenter. Puis les sages-femmes ont une nouvelle activité qu'on leur a confiée. Au-delà de ce que je disais tout à l'heure, sur l'approche des maladies sexuellement transmissibles, c'est les sages-femmes qui font 95% du travail, il faut dire les choses. Ça n'était pas le cas il y a 15 ans. Parce qu'on a une fois de plus, on n'a quasiment plus de gynéco en ville. On a un problème d'accès aux soins généralisé, même si on a eu moins de naissances, parce qu'il y a eu un peu plus de 720 000 naissances en 2022. Donc cette baisse de natalité, donc on pourra continuer à former plus encore naturellement de sages-femmes, tout en sachant enfin que sur le nombre de temps travaillé, il y a des choix différents, des femmes qui sont sages-femmes, qui se travaillent 3 jours, 2 jours et demi. Il faut respecter aussi ce mode d'organisation, qui est un mode d'organisation qu'on voit pour les médecins, qu'on voit pour les infirmiers, qu'on voit pour l'ensemble des professionnels de santé, qui n'était pas un choix qu'on voyait tout le temps auparavant, et qui naturellement, en fait, plus que le nombre, je le dis souvent quand je parle d'accès aux soins, c'est le nombre d'heures médicales disponibles. Et c'est ça, vraiment, la véritable approche. Ça vous fait réagir, ce que vient de dire Philippe Vigier? Totalement. Oui, sur la sécurité, les maisons de naissance, elles ont montré, il y a eu un rapport qui a été fait par l'INSERM, par l'unité INSERM, qui montre que c'est tout aussi sécure pour une femme à condition de respecter le cahier des charges, c'est-à-dire savoir quel type de grossesse on fait suivre en maison de naissance. Ils ont montré leur parfaite sécurité vis-à-vis des maternités de type 1, 2 ou 3. Il y a d'autres systèmes de soins, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, où on peut avoir des organisations différentes, avec par exemple des très grosses maternités, mais qui offrent la possibilité d'avoir une femme, une sage-femme, comme en Norvège par exemple. Et ça assure aussi aux femmes de pouvoir vivre leur accouchement, leur grossesse comme elles le souhaitent, d'être mieux accompagnées ensuite. Et sur le long terme, une des premières causes de mortalité pour les femmes quand elles ont un enfant, c'est quand même le suicide. Et la prévention du suicide, elle est complètement absente aujourd'hui. Je ne parlais pas du suicide, je parlais de... Oui, moi, non, mais ce n'est pas un accident médical. Ce n'est pas l'hémorragie. Si, c'est un accident médical. On parle de santé psychique des femmes. Oui, on parle de santé... Le suicide, ce n'est pas pareil. Oui, mais si on fait une prééclampsie, si on est à facteur de risque de faire une prééclampsie, on n'est pas suivi en maison de naissance. On ne fait pas un accouchement à domicile. Oui, mais vous savez... Et quand c'est au dernier moment, l'hémorragie
la délivrance. Ça existe toujours, mais ce n'est plus du tout la première cause de mortalité pour les femmes en France aujourd'hui. Moi, c'est pour ça qu'il faut trouver toujours le très bon équilibre. Nous, on a eu par exemple 3 accouchements au bord de la nationale en simplement quelques années. Donc, heureusement qu'on a eu beaucoup de chance à chaque fois, ça s'est plutôt bien terminé. Peut-être parce que vous n'avez plus de maternité. Voilà. Est-ce qu'on peut parler... mais vous savez, sur la classification, moi, il me semble avoir eu quelques publications, et même des sages-femmes demandaient à ce qu'il y ait bien une classification des maternités 1, 2, 3. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une fracture territoriale lorsqu'on parle d'accès aux soins pour suivre une grossesse et évidemment une naissance? Clairement, je crois que c'est tout l'objet de nos échanges ici. Ouais. En fait, on voit bien qu'en fonction des territoires, il y a de vraies inégalités. Qu'on a une répartition de l'offre de soins qui ne s'adapte plus aux besoins de la population. Je crois que les participants l'évoquent tout à fait. Ah, tout à fait, on en a déjà parlé. La sécurité, elle reste, mais sécurité pas seulement physique, sécurité physique et psychique. Et la lutte contre la dépression du postpartum et donc le décès par suicide des femmes, c'est un principe de sécurité psychique. Qu'est-ce que l'on a vu dans le reportage des sages-femmes qui travaillent dans une maternité de niveau 3 et qui disent qu'elles ont une perte de sens parce qu'elles ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité physique et psychique des femmes. On va voir un extrait du documentaire, si vous en êtes d'accord. C'est une interne de l'hôpital de Nancy qu'on a vu dans ce documentaire qui s'exprime. Il y a des situations où vraiment on sort de garde et on se dit mais j'ai fait de la technique, mais alors l'accompagnement, zéro, quoi. On a sauté d'un box à l'autre. Je sors d'une salle pour aller dans une autre salle, pour courir au plus rapide, au plus pressé, au plus urgent. Alors effectivement, tout le monde est en bonne santé à la fin, où il n'y a pas de couac vital, ni pour la maman, ni pour le bébé. Mais je me dis, je ne ferai pas ça jusqu'à 60 ans, c'est pas possible. Je ne ferai pas ça jusqu'à 60 ans, c'est pas possible. C'est cette souffrance exprimée dans le film que nous venons de voir aussi, dont il faut parler, ce fameux blues des sages-femmes. Vous me disiez, et vous l'avez écrit d'ailleurs, avec l'Ordre national des sages-femmes, on est aujourd'hui en face d'une pénurie des vocations, et vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous êtes aussi, je l'ai dit, directrice d'une école de sages-femmes au CHU de Nantes. Il y a bien une pénurie des vocations aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement 2 mécanismes. Il y a des sages-femmes qui quittent la profession parce que la profession, dans l'exercice, se vide de sens. C'est ce que nous venons d'entendre dans le témoignage. Et des étudiants qui doutent de l'entrée dans ces études de sage-femme, qui, je rappelle, sont difficiles. Ce sont des études médicales, puisqu'il s'agit d'une profession médicale. Et alors aujourd'hui, c'est 5 ans d'études, il faut le préciser. C'est 5 ans, demain, c'est 6 ans. Oui. Et ces études donc, qui sont extrêmement difficiles, eh bien, les étudiants n'ont plus envie de les faire. Et depuis septembre, depuis cette rentrée, septembre 2022, nous observons un déficit de place de 20%. Dans les et non seulement ils n'ont plus envie de les faire, mais ceux qui les font vont plutôt dans le libéral que dans l'hôpital public. C'est aussi un autre constat, visiblement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il a été pensé, il y a 1 an, 2 ans, que les sages-femmes quittaient l'hôpital pour aller dans l'activité libérale. Ce n'est pas le cas, en fait. Les sages-femmes, elles quittent la profession. Elles quittent pour arrêter d'exercer et elles disent qu'elles sont prêtes à y revenir si les conditions de travail s'améliorent, c'est-à-dire si elles sont en mesure d'assurer la sécurité physique et psychique des femmes. Nous disons la même chose en fait, aussi bien côté usager que dans ce reportage, ou au niveau d'ailleurs de toutes les instances représentatives de la profession, et au niveau d'ailleurs de façon plus générale des professionnels de la périnatalité. Alors ce qui compte, c'est évidemment le chiffre qui figure en bas de la feuille de paye. Ce chiffre-là, en moyenne, pour une sage-femme, j'ai lu quelque part que c'était 1 800 € net, plus quelques primes. Ça, on parle évidemment de celles qui travaillent dans les établissements et les hôpitaux publics. Dans le libéral, c'est un peu plus, ça serait 2 300 € net. Alors, en moyenne. Dans le libéral, les sages-femmes exercent la profession libérale dans les professions de santé la moins bien rémunérée. Et on oublie beaucoup trop souvent, et nous-mêmes nous l'oublions sur ce plateau, c'est la place des sages-femmes territoriales, qui par exemple ont été oubliées dans les accords du Ségur, qui actuellement ne bénéficient pas de la prime médicale, puisqu'il a été décidé de ne pas leur octroyer, considérant qu'elles avaient une approche moins technique et moins performante. Oui, les sages-femmes de la PMI. Alors, je vous laisse expliquer ce que c'est. Les sages-femmes qui sont rattachées aux conseils départementaux. Donc, en fait, l'État ne peut pas décider pour les conseils départementaux. Donc, vous avez raison, madame. Il faut trouver un système de revalorisation, comme le médico-social. Bien sûr. Au sens large du terme. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'avec le groupe parlementaire dont je fais partie la semaine dernière, nous avons interpellé le gouvernement sur ces oubliés du Ségur. Non, mais je crois peut-être un mot, c'est la revalorisation de l'ensemble de ces professions qu'il faut faire.
Et celle-là en particulier. Mais pardonnez-moi, mais les infirmières, vous savez combien elles gagnent. Enfin, on ne va pas se raconter l'histoire. Ça, on vous parle beaucoup actuellement d'un mot qui commence à rentrer dans la tête des Français. Et IPA, infirmière de pratique avancée, donc à son bac plus 5. Une IPA à l'hôpital, elle gagne 50 € de plus que celle qui n'est pas IPA, alors qu'elle s'est formée 2 ans en plus. On a un sujet de revalorisation des professionnels de santé, comme d'ailleurs les généralistes, la consultation à 25 €. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais comparons un peu ce qui se passe avec les pays qui nous entourent. On a un sujet de rémunération et d'attractivité. Et là, vous avez raison, c'est qu'on ne constate pas que pour les sages-femmes. C'est vrai en médecine, beaucoup. C'est vrai pour les infirmières. Il y a des abandons de carrière, mais c'est aussi, faut le dire, que c'est un nouveau mode de génération dans lequel nous sommes, où on ne fait plus une profession pendant 40-45 ans. Il y a des gens qui changent aussi de métier, mais c'est très triste, parce que ces métiers du soin sont quand même des métiers absolument merveilleux, dans lesquels il y a la dimension humaine en plus. Alors, je vous laisse répondre, et ensuite, bien entendu, je vous donne la parole. Ma profession a une particularité, c'est que son caractère médical est méconnu. Donc certes, nous évoquons les salaires et je vous rejoins sur la nécessaire valorisation des salaires, mais c'est aussi la place qui est conférée dans notre société, dans toutes les organisations médicales, dans les instances de gouvernance des hôpitaux et à tous les niveaux de la société, la place de la parole des sages-femmes et notamment dans ce qu'elles ont comme avis pour accompagner la santé et les droits des femmes. Alors simplement, juste un point de compréhension, les sages-femmes, aujourd'hui, c'était profession considérée comme paramédicale. Et or, une proposition de loi qui vient d'être votée par le Parlement français reconnaîtrait cette profession comme étant une profession médicale. Ça semble un pas important par rapport à ce que Alors, elle vient surtout de reconnaître la nécessaire mise en œuvre d'une 6e année d'études. S'il n'y a pas de mesures prises pour valoriser la profession maintenant, ce qui effectivement est salué par la profession comme étant une avancée, risque de ne pas en être une. Si je peux juste me permettre. Allez-y, je vous en prie. Le fait que la profession de sage-femme soit méconnue, c'est même auprès du grand public et des femmes, tout simplement. Dans notre enquête, on montre qu'un tiers des femmes ne savent pas au début de leur grossesse vers qui se tourner pour faire suivre leur grossesse. C'est-à-dire qu'obtenir un rendez-vous chez un gynécologue, c'est très très long. Ce n'est pas forcément nécessaire pour toutes les grossesses, mais savoir qu'une sage-femme peut suivre une grossesse lorsqu'elle n'est pas pathologique, elles ne le savent pas forcément. Savoir que la sage-femme pourra aussi venir à domicile, ensuite de couche, après, elles ne savent pas que c'est possible, qu'elles pourront ensuite faire la visite médicale des 6 semaines, elles ne savent pas que c'est possible. Donc il y a tout ça qui est à faire, même la préparation à la naissance, on le voit. Peu de femmes la font finalement en France. Donc il y a un manque d'informations sur ce qu'elle apporte et sur qui l'a fait, donc à savoir les sages-femmes évidemment, et le fait que les partenaires aussi ne sont pas inclus dans cette préparation à la naissance et que la solitude des femmes vient. Quand vous parlez aussi... des partenaires, vous parlez des hommes. Des hommes ou du partenaire femme, de celles qui accouchent et qui sont de plus en plus présentes, mais qui ne prennent pas tous leur congé paternité. Donc ça, c'est un problème de culture d'entreprise, peut-être aussi, de société, mais n'ont pas la possibilité, autant que leurs femmes, d'aller faire une préparation à la naissance, ou en tout cas d'avoir des réponses à leurs problématiques à eux, de savoir comment ils pourront soutenir leur compagne ensuite quand le bébé sera là, comment est-ce qu'on s'en occupe, etc. Donc tout ça, c'est... un angle mort. Ce qu'elle démontre fondamentalement, votre étude, c'est la méconnaissance de ce métier aussi. Oui. Ouais. Vous souhaitez rajouter quelque chose La compétence gynécologique. La parole à Philippe Vugier. La compétence gynécologique est totalement inconnue des citoyennes. Ah oui. On le voit, quand il y a des départements où il n'y a plus de gynécologues médicaux, oui. On voit des publications en disant que les femmes doivent s'inquiéter, mais sans pour autant qu'elles soient orientées vers les médecins généralistes qui ont cette compétence aussi en suivi gynécologique et obstétrical, et les sages-femmes qui sont présentes sur le territoire. Philippe Vugier, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, voyez, moi, les sages-femmes, ma petite ville de Châteaudun, je vois une montée en puissance considérable de la part des sages-femmes qui ont pris en charge, on peut le dire, la santé des femmes depuis quelques années. Elles le font, je crois, de façon assez qualitative. Je suis un peu dubitatif sur une chose, c'est le fait toujours d'avoir des années de formation complémentaires. Je vais vous dire, on passe de 5 à 6. Vous savez, les médecins sont passés déjà de 7 à 9. Et on parle d'une 10e année. Oui, je pense que la formation, pour moi, c'est tout le long de la vie. Et je suis plutôt favorable à ce qui d'ailleurs s'arrête de se former au bout de 7-8 ans, personne. Quand vous avez un métier, 10 ans plus tard, vous devenez quoi? Vous êtes complètement obsolète. La formation continue, oui. Et donc, moi, je trouve que je ne suis pas persuadé que, vous voyez, on verra au final si cette 6e année rapporte quelque chose en termes d'attractivité. Je n'en suis absolument pas convaincu. En tout cas, en médecine, on a les résultats. On est passé déjà de 7 à 9. La 10e arrive, en spécialité on est à 11, 12. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la vie active à 30 ans, 32 ans. C'est très compliqué déjà, les médecins s'installent très peu.
1 sur 10 qui s'installe en libéral. Et je pense que les sages-femmes, on va avoir la même hémorragie. Votre propos appelle 2 réponses de ma part. La première, sur la formation médicale continue, c'est extrêmement intéressant. Vous ciblez celle-ci, les sages-femmes n'y ont pas accès, puisque, notamment quand elles exercent à l'hôpital, puisqu'elles sont considérées comme paramédicaux. Elles n'ont pas accès à la formation médicale continue. Pour autant, elles y sont pleinement sensibles et elles en sont conscientes. Le deuxième élément, c'est que la 6e année n'a pas comme objectif de créer une attractivité. La 6e année, elle est déjà là pour lisser le processus de formation. Il y a 1200 heures de formation de plus en maïeutique, comparé aux mêmes années en médecine, en odontologie et en pharmacie. 1200 heures de plus en enseignement théorique et clinique. Les étudiants, d'ailleurs, l'ont dit, ils l'ont écrit, 2018, études bien-être, 70% des étudiants sages-femmes ne vont pas bien. Et donc, un des objectifs, c'est de lisser... Donc, est-ce que vous croyez qu'elles iront mieux avec une 6e année en plus? En tout cas, elles auront au moins un volume d'enseignement théorique et clinique qui sera plus lissé. Je me permets de vous dire ça parce que je connais un peu les études médicales longues. Moi, je suis passé par là, il y a 4 certificats, c'était Bac+10, déjà à l'époque, il y a quelques années. Bon... non, au terme, je vois souvent les fédérations d'internes, je les rencontre. Ce qu'ils veulent, c'est des fils de sécurité à un moment ou à un autre. Donc, préféreraient qu'on trouve... On a des moyens modernes de formation absolument extraordinaires. Alors, vous avez raison sur une notion de paramédical, mais dans un hôpital, je connais ça dans les hôpitaux parisiens, on est capable d'avoir des modules de formation qui proposent à chacun, me semble-t-il, de se former après tout au long de leur vie professionnelle. Il faut faire attention au rallongement. Le rallongement, souvent, est signe de découragement. Je voudrais recontextualiser. On rappelle que vous avez cet échange parce que justement une proposition de loi vient d'être votée par le Parlement prévoyant une année supplémentaire. Oui, autrement dit, une 6e année. Et avec des délégations de tâches, en plus de responsabilités qui sont de nos sages-femmes, ça c'est parfait, ça me va très très bien. Sur la formation. Mais je mets en garde. Mais sur la formation, tant initiale que continue, ce qu'on peut voir dans le reportage quand on parle de perte de sens du métier et ce que nous, on peut voir dans notre étude, c'est qu'il y a quelque chose qui manque de manière primordiale, c'est l'intervention justement des usagers dans la formation pour apporter la voix de comment est-ce qu'on parle aux gens, comment est-ce qu'on applique la loi Kouchner, est-ce qu'on en entend souvent parler, mais finalement, comment est-ce qu'on fait respecter les droits du patient, comment est-ce qu'on demande le consentement, comment est-ce qu'on peut présenter les soins, comment on recueille le consentement des gens, comment est-ce qu'on les informe. On le fait dans certains endroits, dans certaines écoles de sages-femmes, à Paris dans le DES de gynécologie obstétrique aussi, où on peut intervenir pour justement apprendre... Il y a la technique, mais ça il y a peut le être plan mis médical. dans les modules de formation des 5 années. Des 5 années et dans le continu, parce que ceux qui sont déjà... Ou dans le continu. Pardon, pour les moi, je parlais le fait d'augmenter. Vous voyez, mais je voudrais y revenir. En fait, vous avez raison. Les études de sage-femme, elles ont été pensées dans le programme de 2009, qui était la réforme de la première année commune aux études de santé. Depuis, elles n'ont jamais été révisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Élargissement des champs des compétences. On a parlé de la gynécologie, on a parlé des infections sexuellement transmissibles, de la vaccination. L'IVG aussi, une compétence nouvellement acquise qui nécessite des enseignements qui doivent être faits par les études. Et vous évoquez quelque chose de très juste, c'est aussi la place des usagers et les besoins sociétaux. Donc tout cela, il faut le faire entrer dans le programme. Et pour l'instant, ça ne rentre plus du tout. Le programme craque de tous les côtés. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure cette volonté qui semble de plus en plus forte pour certaines femmes d'accoucher à domicile. Il y a même un sondage, IFOP, qui nous dit que 17% des femmes âgées de 18 à 45 ans interrogées souhaitaient fermement accoucher à domicile et 19% d'entre elles répondaient plutôt oui. Alors, il y a déjà un certain nombre d'accouchements à domicile en France. C'est 1500, par exemple, en 2020, femmes qui ont été suivies pour un accouchement programmé à domicile, mais qui n'a abouti qu'à environ un peu plus d'1 millier de naissances effectives à domicile. Alors, ça reste très, très minoritaire. On va rappeler tout de même qu'il y a eu 742 000, un peu plus de 742 000 naissances en 2021. Donc, on parle de chiffres et d'intentions encore un peu minoritaires. Or, ça crée vraiment un débat. Et c'est un sujet qui fâche, semble-t-il, cet accouchement à domicile. Il y a une demande. Et en réalité, et notamment du côté du personnel soignant, il y a des réticences. Je voudrais que vous nous expliquiez le problème là. Alors, il y a une demande, je pense qu'elle est juste plus visible aujourd'hui, parce qu'elle a toujours existé. Il faut savoir que dans les pays où l'accouchement à domicile est organisé, c'est-à-dire qu'il fait partie du système de soins, donc les sages-femmes qui exercent les accouchements à domicile font partie d'un réseau de professionnels de santé. Elles ont une maternité avec laquelle elles ont une sorte de convention pour pouvoir faire les transferts quand cela est nécessaire, bien entendu. C'est une offre qui est tout à fait sécurisée, à condition évidemment
de remplir certaines conditions pour la femme, d'être en bonne santé, le bébé aussi, etc. En France, il y a un dogme, c'est-à-dire que quand on essaye de travailler le sujet, parce qu'on demande par exemple tout simplement à travailler sur cette gestion de risque avec des obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres et évidemment les sages-femmes, il y a un braquage, c'est-à-dire qu'il est impossible de travailler. On fait partie de beaucoup de groupes de travail dans notre collectif et cela n'avance pas, sauf à certains endroits. Alors pourquoi ce braquage? C'est ma question. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Pour nous, c'est dogmatique. Le milieu médical est contre? Le milieu médical, pas tout le milieu médical. On ne sait même pas. Je pense que ce sont surtout les sociétés savantes qui sont contre, même quand on leur présente des preuves scientifiques sur le sujet. Alors il y a un élément important, hein, évidemment, c'est qu'aucun assureur public et privé français ne leur propose de responsabilité civile professionnelle. En France, à domicile, c'est ça un des problèmes de blocage aussi. Mais c'est un blocage majeur parce que l'accouchement accompagné à domicile, c'est un droit des femmes. Les sages-femmes, elles ont aussi le droit d'accompagner les femmes à domicile. La difficulté, elle est dans ce régime assurantiel qui n'est pas possible actuellement pour des raisons prohibitives au niveau tarif. Je crois que la façon de solutionner tout cela, c'est d'avoir un gouvernement qui prenne la décision d'ancrer un travail en profondeur sur l'accouchement accompagné à domicile. Et juste pour qu'on ait une comparaison, c'est bien d'ouvrir les fenêtres parfois dans des pays voisins de la France. C'est une forme d'accouchement qui est davantage pratiquée en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne. Pardon, en Angleterre où les sages-femmes sont salariées du système de soins, où elles exercent indifféremment à l'hôpital dans des maternités classiques, en filière physiologique, en maison de naissance et à domicile. Bon, Philippe Vigier, l'accouchement à domicile, vous êtes pour, vous êtes contre? Et ce sera la fin, vous aurez le mot de la fin d'ailleurs. Oui, mais moi je suis contre rien. Comme vous dites en Angleterre, je connais bien le système de santé en Angleterre. Parfait. Mais... Oui, vous connaissez la prise en charge en Angleterre. C'est la médecine de riche. Il faut qu'on dise les choses très clairement. Vous avez une angine en Angleterre, on vous demande 500 livres. Voilà. Vous ne choisissez pas votre médecin, c'est un médecin de quartier. On parle de libre choix. Donc en fait, c'est pas du tout envisageable ce qui va s'en passer. Moi, je suis pour qu'on trouve des solutions, mais j'ai pas du tout de blocage ni intellectuel ni rien. Il y a un sujet, c'est la responsabilité civile. On a un deuxième sujet parce qu'on peut accoucher la nuit, hein, par définition, on peut accoucher à tout moment. Le problème de disponibilité des professionnels de santé. Donc il y a 24 heures dans une journée, donc 3 fois 8. Donc comment on fait? Donc qu'il faille réfléchir à toute piste, bien sûr, mais faut qu'on fasse toujours un peu attention aux effets d'annonce qu'on peut faire si derrière on n'est pas en capacité de les mettre en place. Si jamais un jour il y a une part du financement qui est à charge des familles, ça sera quelque chose à reconsidérer. Mais je ne suis pas persuadé qu'en France, ce soit quelque chose qui soit très facile à faire. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Mais je crois qu'il faut surtout ne plus l'invisibiliser. Bon, bah, c'est vous qui l'aurez eu, le mot de la fin. Grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. On a parlé du blues des sages-femmes et puis de ces maternités qui ferment de plus en plus. Et les chiffres là sont très parlants depuis maintenant un demi-siècle en France. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc sur Twitter. Merci à Selma Sali qui, comme à l'accoutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.